Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je sais pas combien de temps va faire cette vidéo, je vais essayer de pas la faire trop longue. Si vraiment j'ai des choses à rajouter à propos de cette théorie au courant de la semaine, eh bien je referai une deuxième vidéo sur le même sujet. Mais depuis la sortie de l'épisode 5 de Loki, j'ai fait énormément de recherches dans les comics et dans les manuels de Marvel de A à Z, là, etc. Je sais pas comment je peux les appeler. Mais j'ai fait énormément de recherches par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 5. En fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'analyse, eh bien, pour moi, il y a quelque chose de très, très important autour de ce qu'on a découvert avec le Poudlard, comme on peut l'appeler. Bon, après, pour moi, ce Poudlard a un nom. Je vais tout vous expliquer ça au courant de cette vidéo, mais j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être une vidéo très lourde de contenu parce que j'ai tellement de choses à dire à propos de qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 5? C'est quoi ce château, ce Poudlard et cet univers et de Void et Elliot et tout. OK? Donc, c'est parti! Déjà, avant qu'on commence dans le vif du sujet un peu plus profond et un peu plus analytique, eh bien, j'aimerais souligner le fait que, d'après moi, la saison 1, en fait, la fin de notre saison, va pas nécessairement teaser les autres films qui vont suivre, comme exemple, comme on peut avoir dans les prochaines années avec Doctor Strange, avec Spider-Man, etc., mais pourrait potentiellement, avec la saison 2, avoir un lien avec la phase numéro 4. Mais je ne crois pas que la saison 1 va teaser la phase numéro 4. Je pense plutôt que la saison 2 va nous aider avec la phase numéro 4. Mais après, il ne faut pas oublier que la saison 1 nous permet de rentrer dans tout ce qui est univers multiverse. Donc, entre parenthèses, l'histoire de Loki ne tease pas les prochains films, mais l'univers entourant Loki tease les prochains films, d'après moi. Donc, en gros, pour moi, je ne suis pas très sûre si la série, en fait la saison 1, va bien se finir ou va se compléter. Dans le sens où, d'après moi, peut-être que malheureusement la fin ne sera pas celle que nous attendons, qu'il n'y aura pas réellement de fin et que peut-être même elle va mal se finir. Par la suite, juste une petite parenthèse parce que ça devient assez comique sur ma chaîne par rapport à Loki. Moi, je pense toujours que Miss Minute a quelque chose de louche. Je ne pense plus que celle-ci représente le méchant de l'histoire. Je ne pense pas que c'est elle qui est derrière tout ça, mais je pense très fortement que la personne qui est derrière tout ça, pas contrôle Miss Minute, mais que Miss Minute aide cette personne mystérieuse à contrôler la TVA dans le sens où elle n'est pas uniquement un petit hologramme qui sort des dossiers. Moi, je pense qu'elle connaît beaucoup plus de choses sur la vérité de la TVA, mais que celle-ci, malheureusement, est un peu comme pris en otage ou un peu comme reprogrammée d'une autre façon, peu importe. Mais je ne pense pas que celle-ci est si innocente que ça. Donc après, je sais pas si j'ai raison et si j'ai raison, je vais être vraiment fière de moi parce que je suis sur le cas de Miss Minute depuis le début de mes théories, mais on verra. Mais passons dans le vif du sujet, les théories de c'est qui se cache derrière la TVA. C'est qui se cache derrière ce château et derrière tout cet univers qui est The Void avec notre cher Elliot. Tout d'abord, je vais expliquer c'est quoi The Void et d'après moi, c'est quoi The Void et c'est qui Elliot. Déjà, premièrement, The Void, d'après moi, est une reconfiguration et une recréation de ce que l'on peut retrouver dans les comics qui s'appelle Limbo. Dans les comics, Limbo est un endroit temporel, en fait, de temporal limbo qu'on appelle en anglais. C'est un endroit temporel hors du temps qui représente un peu la poche de l'univers, de Pocket Universe.
Et en gros, c'est justement un territoire, un endroit qui est à l'extérieur du temps et qui n'est pas dans le tu sais, dans toute l'histoire des timelines et tout ça, lui se situe à l'extérieur. Et c'est notamment là que Kang et Immortus vivent dans les comics. Donc après, vers la suite, on va pouvoir regarder ça plus en détail si potentiellement Kang fait partie de la TVA ou pas. Mais c'est juste pour vous situer que la définition de Limbo dans les comics, la définition de justement cet univers qui est le bout du temps, qui est à l'extérieur de la timeline, qu'on peut retrouver énormément de créatures et de poubelles de l'univers et en fait tout ce qui est indésirable représente fortement ce que nous avons avec The Void. Après, je pense plutôt que Marvel a mélangé le principe de Limbo et le modifié à sa sauce pour pouvoir que ça rentre dans l'histoire de Loki et de la TVA et qu'ils ont traduit ça par The Void. Par la suite, qui est Elliot ou Aliot? Je sais pas comment vous voulez que je le prononce, mais qui est Elliot? En fait, c'est une créature qui vient lui aussi du limbo dans les comics, du temporal limbo qu'on appelle. So, je vais garder ce nom-là. Donc, Elliot provient de cet endroit et notamment lié avec Kang, avec tout cet univers. En fait, je pense que dans les comics, normalement, Elliot essaie de rentrer dans les zones de Kang, dans le territoire de Kang the Conqueror, et Kang décide de créer une barrière pour empêcher Elliot de rentrer et de pénétrer son territoire. Et je pense notamment que à un moment donné dans les comics, c'est à cause de Ravonna que Elliot est libéré. Et que ça lie beaucoup de choses par la suite dans le sens où Kang se fait ressusciter, je pense, à un moment donné dans les comics et que c'est lié avec le Chrono Key, c'est lié avec Tempus, c'est lié avec les Avengers. Elliot amène énormément de soucis et ça relie beaucoup de personnages. Et notamment, on va en parler plus tard, mais tout cet univers de Kang, de Immortus, de Elliot, de tout ça, relie notamment les 4 Fantastiques et la Scarlet Witch aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est le fait que Elliot n'était pas attendu par personne, ou du moins c'est ce que je crois. Je n'ai jamais vu à travers les semaines des vidéos qui parlaient de quelqu'un qui croyait que Elliot allait arriver à un moment donné dans la série. Donc c'est incroyable à quel point ce plot twist de l'histoire était inattendu auprès de tout le monde, ou presque. Après, c'est sûr et certain que là, Marvel a changé un peu l'histoire comparativement aux comics. Cette fois-ci, Elliot garde quelqu'un au lieu de au lieu qu'il y ait une barrière qui se protège contre lui, il est la barrière qui protège quelqu'un. Donc après, cette personne, qui est-ce? Eh bien, c'est la personne qui dirige la TVA, bien sûr, on avait tous deviné. Bruh. Mais, qui est cette personne? Eh bien, il y a 2 grandes possibilités que je n'arrive pas à me décider. J'ai concocté une théorie qui se retrouve autour de Kang et d'Immortus et j'ai concocté une théorie qui se retrouve autour de Variant Loki. Mais que ça soit ma théorie pour Kang ou que ça soit ma théorie pour Loki, les 2 théories ont des bons côtés comme des mauvais côtés, ce qui fait en sorte que les 2 théories sont très plausibles, mais en même temps sont peut-être un petit peu trop décevantes ou évidentes. Donc, on va regarder ça ensemble. Depuis le début de la série, Kang est sur toutes les lèvres. Tout le monde parle de la possibilité de Kang arrivant dans la TVA, être celui qui est derrière tout ça et qui potentiellement va mener à tous les événements qui vont se passer dans Ant-Man Quantumania. Eh bien, c'est quelque chose de très plausible dans le sens où, normalement, Marvel aime beaucoup avoir un grand méchant caché dans laquelle tourner une phase au complet. On sait notamment qu'avec Thanos, c'est arrivé, l'acteur qui jouait Thanos était au courant de son personnage 10 ans avant le premier film où on voyait Thanos quand même
beaucoup. Eh bien, peut-être que c'est la même chose pour Kang. Peut-être que justement la phase 4 se construit tout autour des multiverses qui va amener à ce grand méchant de l'histoire qui est Kang et qui est fortement lié avec tout ce qui est le timeline, les multiverses. Donc, ça fait en sorte que Kang, même s'il n'est pas présent dans Loki ou dans Doctor Strange ou dans Spider-Man ou peu importe, eh bien, peut-être que ça serait un peu comme un Thanos qui est caché dans l'ombre en train de préparer ses affaires pour mieux attaquer au moment où Ant-Man 3 va sortir. Et ça nous permettrait de comprendre pourquoi est-ce que l'acteur qui joue Kang a déjà été annoncé et confirmé. Pourquoi est-ce que ce secret n'est pas resté secret jusqu'à temps de la sortie de Ant-Man? Il y a aussi la possibilité du fait que Kang, normalement, son nom, c'est Kang the Conqueror. Donc, normalement, il est supposé d'avoir conquéri des choses. Donc, peut-être que, justement, en apportant son lien avec Loki, sans pour autant le mettre physiquement dans la série, et de, justement, le laisser planer dans les esprits jusqu'à temps qu'on arrive à la saison 2 de Loki et à Ant-Man Quantumania, eh bien, ça laisserait le temps à Kang de conquérir des choses pour que, rendu à Ant-Man, ça soit un méchant puissant. On peut pas juste arriver dans Ant-Man Quantumania et de dire « Boum, voici Kang the Conqueror, il a fait ça, mais vous l'avez jamais su avant. On vous le met maintenant et débrouillez-vous. » Non, je pense que si on veut vraiment présenter Kang en tant que gros méchant, eh bien, il va falloir l'expliquer plus ou moins et le relier à beaucoup de choses. Par la suite, d'autres indices nous donnaient le fait que Kang faisait partie de la série. Eh bien, il y a notamment le fait que Ravonna est lié avec lui, mais malheureusement, avec l'épisode 5, cette hypothèse est un peu moins plausible dans le sens où Ravonna n'est pas au courant de tout ce qui se passe, à moins que c'est le début de leurs histoires. Contrairement à beaucoup de monde qui pensait que Ravonna était au courant de qui se cachait derrière les Timekeepers et qui notamment se pourrait que ça soit Kang et qu'ils aient déjà une relation ensemble et c'est pour ça qu'elle est devenue juge aussi rapidement et aussi facilement, eh bien peut-être que c'est le début en fait. Peut-être que quand elle va découvrir que Kang se cache derrière la TVA, comme elle le dit si bien dans l'épisode 5, elle ne veut pas détruire la personne qui est derrière la TVA, mais plutôt la protéger. Donc, peut-être qu'en découvrant que Kang est derrière la TVA, celle-ci va tomber amoureuse du personnage et va l'aider à garder la TVA intacte et l'organisation. D'après moi, pour pouvoir avoir une saison 2 plausible, je ne crois pas que le méchant de la TVA va être battu ou tué à ce moment-là, à moins que ça soit un variant Loki. Mais si le méchant de l'histoire est Kang le Conquérant, je ne pense pas que celui-ci va se faire éliminer, mais plutôt va disparaître avec la TVA et que ça va débouler une guerre des multiverses et que Loki, lui, sera justement hors du temps. Que lui, il va faire son histoire de son côté avec Sylvie et les conséquences de ses actes, tandis que tout le reste de la phase 4 va essayer de combattre le problème des multiverses et que ça va lier tout ça à tout le monde va se réunir pour Kang the Conqueror. Mais après, pour encore plus donner un peu plus d'effectif à cette réalité que nous avons avec Kang, eh bien, il y a notamment le château qu'on peut voir à la fin de l'épisode 5. Ce château que j'appelais Poudlard dans ma précédente vidéo a, d'après moi, un nom dans les comics et pourrait facilement se lier avec Tenebrae ou Chronopolis. Eh bien, ces deux endroits-là sont notamment des endroits qui se situent sur Limbo, dans le Temporal Limbo, et qui sont des propriétés de Kang ou de Immortus. Pour ceux qui ne le savent pas, Kang, en fait, a énormément de variants à travers les comics, si on peut appeler ça comme ça, pour que tout le monde se situe, en fait, par rapport à la série Loki. Eh bien, Kang aussi, dans les comics, possède des variants de lui-même, et Immortus en fait partie. Ces deux protagonistes sont des gens et sont très importants par rapport à tout ce qui est timeline, Timekeeper, les Time Twister,
en fait, sont liés avec tout ce qui est multiverse. Et Immortus habite en fait dans Tenebrae et Kang the Conqueror habite à Chronopolis. Et Chronopolis, dans les comics, on peut facilement croire que ça se situe dans le Temporal Limbo. La même chose pour Tenebrae. Donc, justement, est-ce que ce bâtiment qu'on voit à la fin de l'épisode, c'est justement l'endroit où Kang ou Immortus, ou peut-être plusieurs Kang, dans le sens où potentiellement, peut-être que vu que la série se tourne autour des variants, peut-être que Kang lui-même a des variants, ou peut-être que Kang lui-même était le 4e Timekeeper qui a voulu éliminer ses confrères. Peu importe le nombre de Kang que vous pensez qu'il y a, peut-être qu'ils habitent justement dans ce château qu'on peut notamment appeler Tenebrae ou Chronopolis, qui se situe dans ce moment hors du temps. Et justement, grâce à la vision de Sylvie qu'on a au tout début de l'épisode, quand sans faire exprès elle se lie avec Elliot, eh bien on peut voir que ce château se situe sur cette image avec le genre de astéroïde en forme de bang ou de... je sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, et qui, derrière, semblerait pour beaucoup de personnes être le flux temporel. Donc c'est comme si Limbo était à l'extérieur du temps, était la fin de la timeline, mais que le château où se situe le méchant de l'histoire serait encore plus à l'extérieur de la timeline, juste à côté du flux temporel. Et que justement, Elliot est là pour protéger cet astéroïde, pour empêcher les gens de rentrer sur ce domaine et plutôt rester dans l'ombrage de la fin de la timeline, comme l'expliquait Ravonna. Mais tout ça, justement, l'histoire de cet astéroïde avec le château déposé dessus laisse quelques petites questions perplexes, dans le sens où, dans les trailers que nous avons vus à travers les précédentes semaines et les précédents mois, il manque quelques scènes que nous avons toujours pas eues. Il y a notamment la scène avec Loki qui est un peu... sur le trône d'Asgard, qui est conquérant du trône d'Asgard, et un Loki qui se promène sur la porte avec toutes les petites craquelures et l'effet un peu lumineux de Asgard détruit, on sait pas trop c'est quoi. Eh bien, ces deux affaires-là ne sont toujours pas vues dans la série. On ne sait pas si le moment où on voit un Loki triomphant, c'est en fait, c'est le plot twist de l'histoire qui laisse à supposer que c'est plutôt un Loki variant qui est derrière la TVA. Je vais vous expliquer ça plus tard. Ou il y a d'autres solutions qui disent que c'est peut-être un flashback de Loki ou le futur de Loki avec Sylvie après qu'ils aient battu le méchant de l'histoire. Ou peut-être que c'est justement juste un flashback de la vie de Loki ou de la vie de la personne derrière la TVA si c'est un variant Loki. Et notamment la scène avec justement la porte et les craquelures, eh bien, peut-être que c'est justement l'entrée de ce château où Sylvie et Loki vont pénétrer. Mais comme on l'a dit rapidement pendant des lives avec Landry, moi, je trouve que ça ressemble à une porte qui peut rappeler notamment Asgard grâce à ses runes et son aspect un peu grandiose. Donc ça laisse un peu plus à supposer la théorie du Loki variant que je vais vous parler après. Pour le moment, restons toujours dans l'univers de Kang. Dernier élément que je peux apporter à l'histoire de Kang, si c'est lui qui est derrière tout ça, c'est un Easter egg, ou plutôt peut-être un indice qu'on peut retrouver dans la map qu'on voit au tout début, dans l'image du New York détruit. Nous avons la tour de Stark. Mais malheureusement, quand tu regardes bien comme il faut, la tour qui ressemble à être la tour des Avengers n'est pas écrit Avengers dessus. Il n'y a ni le A, ni Tony Stark, ni rien écrit sur la tour, mais plutôt Kang. Q-E-N-G. Qui est, dans les comics, la compagnie que possède Nathaniel. Nathaniel, dans les comics, est, à la base, l'humain
en fait, qui va devenir Kang the Conqueror. Donc, je sais pas si c'est uniquement un Easter egg que sur la tour, il soit écrit Kang au lieu d'être écrit Avenger ou Stark Industries, mais ça peut-être laisse à supposer un indice comme quoi que cet univers, eh bien, c'est un endroit où c'est la timeline de Nathaniel avant qu'il devienne Kang et qu'il prenne possession de la TVA. Mais tout ça, si on prend tous les indices que je viens de vous nommer, que ça soit le Limbo, que ça soit Elliot, que ça soit Kang, que ça soit Immortus, que ça soit Tenebrae, Chronopolis, peu importe. Il reste que c'est extrêmement évident. Est-ce que Marvel aurait aussi peu garder le secret du méchant de l'histoire et donner autant d'indices aussi faciles pour que le méchant soit Kang? Ou est-ce que ça fait le même principe que le Mephisto dans WandaVision? Mais il reste quand même que nous avons beaucoup plus d'indices sur Kang que ce que nous avons eu avec Mephisto dans WandaVision. On sait pas trop quoi penser. Est-ce que Marvel a voulu que ça soit évident ou est-ce que c'est juste qu'ils ont mal fait leurs choses et que les gens accros à Marvel ont deviné un peu trop facilement le méchant? Parce que si on se place en tant que personne non Marvel addict, là, genre une personne qui ne lit pas les comics ou qui ne fait pas de recherche au niveau des profondeurs des comics, eh bien, c'est un peu moins évident. Si je prends par exemple ma mère qui écoute les épisodes, eh bien, pour elle, Kang n'existe pas. Pour elle, ce n'est pas une évidence, c'est pas un personnage qu'elle attend vu qu'elle ne connaît pas les comics. Eh bien, ça peut être la même chose pour la plupart des personnes qui ne sont pas addictes aux comics de Marvel. Ce qui laisse à placer le fait que peut-être que Marvel, tout simplement, quand elle a construit cette série, elle n'a pas pensé non plus énormément à toutes les recherches que les comics fans peuvent faire et effectuer. Donc peut-être que vraiment Kang est le méchant de l'histoire et qu'il va être introduit, mais pas montré. Mais vous allez voir, avec la théorie du Loki variant aussi, c'est un peu décevant. Que ça soit Kang ou que ça soit Loki, le résultat reste le même. Il va y avoir des gens qui vont être contents, tandis que d'autres vont être déçus. Si c'est Kang qui est vraiment derrière la TVA, d'autres personnes vont juste se dire « Ah, ok, c'est Kang », par rapport à d'autres personnes qui vont plutôt se dire « C'est assez décevant que ça soit vraiment lui, vu tous les indices qu'on a eus. » On avait quand même, en gros, le plot twist de l'histoire dès le début, ce qui est assez décevant. Mais après, c'est la même chose pour Loki. La théorie de Loki variant aussi est plausible et je vais vous décrire pourquoi. Premièrement, pourquoi est-ce que on ne penserait pas plutôt que la phase 4 est centrée sur les multiverses, mais surtout sur les sorciers? Nous avons notamment beaucoup de choses en rapport avec la sorcellerie dans WandaVision, mais aussi dans tous les films à venir avec Doctor Strange et les répercussions qu'il peut y avoir dans d'autres films. Dans Spider-Man, nous avons la confirmation que Doctor Strange sera plus ou moins présent, et dans Shang-Chi, nous avons Wong qui est un sorcier lui aussi, et dans Ant-Man Quantumania, dans plein d'autres films, il y a énormément de magie et de sorciers. Eh bien, pourquoi pas, ça serait le cas aussi dans Loki. En plus, pour atténuer tout cet effet de sorcier, il y a eu la grande question que plusieurs personnes se sont posées par rapport à la rune qui se situe derrière les Timekeepers. Et pourquoi pas ce signaux rouge serait une rune faite par un sorcier. Et que ce sorcier, en fait, aurait fait des runes partout sur la TVA pour empêcher notamment que les pierres de l'infini, par exemple, ou le Tesseract ou la magie en général, soient effectifs dans la TVA et que d'autres runes prendraient place pour contrôler les Timekeepers. Et tout ça, cet effet de runes, cet effet de magie et de sorcier relie un Loki variant.
tout le long de la série, nous avons été plongés dans l'univers de Loki. L'importance de Loki, l'importance de sa magie, à quel point il se sous-estime, mais qu'en fait, il est beaucoup plus puissant que ce qu'il croit et que notamment, on a tout cet aspect de variant Loki, à quel point la TVA a eu affaire avec les variants Loki très souvent, mais que ceux-ci sont très gênants, que les variants Loki sont pas puissants, mais qui sont assez énervants et qu'ils arrivent souvent à se dégager de la TVA. Eh bien, justement, tout cet aspect du fait de la magie de Loki, à quel point on met l'emphase sur les variants, sur le fait de Loki qui veut se repentir, de devenir un gentil, le fait de justement que Loki, il est beaucoup plus puissant que ce qu'il ne croit, que tout cet aspect-là laisse à désirant en fait que potentiellement c'est un Loki variant qui est derrière la TVA depuis le début. Un Loki variant qui, peut-être, cette version-là de Loki est le plus méchant des Loki. Le point culminant de la cruauté et de la rage d'un Loki qui, lui, a décidé de prendre vraiment le côté vilain total de lui-même et qui serait le ultimate Loki vilain que nous pouvons connaître et que ça pourrait potentiellement donner un effet de contraste avec le Loki que nous avons qui essaie de se repentir et de devenir gentil versus un Loki totalement méchant. Ce qui pourrait donner notamment le combat final de l'épisode 6 de tout cet aspect de justement qu'on nous rabâche à chaque épisode quasiment, eh bien nous aurons un Loki qui a triomphé, un Loki qui est méchant, qui a triomphé et qui a atteint son glorious purpose versus le Loki qui lui essaye de se repentir et de devenir gentil et qui vont se battre l'un contre l'autre et que potentiellement notre Loki va gagner, je l'espère. Si on se base sur le fait que Loki, vu toutes les démonstrations de magie que nous avons eues dans l'épisode 5, ça pourrait nous faire croire qu'il serait capable, notamment, de justement posséder un pouvoir assez énorme pour créer tout cet univers. En fait, pas créer l'univers, mais plutôt justement avoir l'intelligence de se faire une base dans les tréfonds de la timeline, de prendre Elliot comme protégé et qu'il va faire justement toutes les runes dans la TVA et toute cette propagande autour de tout ça. Eh bien, justement, ce variant, on pourrait notamment l'appeler King Loki, qu'on peut retrouver dans les comics, qui est le Ultimate Loki qui a réussi à devenir roi et que ça pourrait lier avec la scène manquante des trailers où on voit un Loki qui est roi et qui se fait applaudir par tout le monde, qui pourrait être un flashback de notre Loki, qui justement du variant Loki derrière la TVA, qui expliquerait à notre Loki que justement lui il est triomphant, lui c'est le meilleur des Loki et que lui il a été roi et qu'il a décidé d'expansionner son univers et de devenir roi du temps, etc. Et que c'est ça qui a l'idée à ces événements et que celui-ci, imbu de lui-même, en fait, voudrait notamment éliminer tous les autres Loki pour être le seul possible vainqueur. Que justement, pourquoi est-ce que la TVA est autant accro aux Loki? C'est que justement, ils ont tendance à survivre très facilement, peu importe qu'ils se fassent tuer, qu'ils se fassent anéantir, qu'ils se fassent prendre prisonnier, peu importe, ils arrivent toujours à trouver le moyen de se libérer et de survivre en fait. Eh bien peut-être que ce Loki, le roi Loki de la TVA, essaierait de éliminer ou en fait de se débarrasser, de mettre de côté toutes les possibles Loki variants qui lui sont amenés pour être le seul roi. Et c'est justement pour ça que dans le trailer, la porte qui ressemble notamment à une porte très viking, très nordique, pourrait être l'explication si c'est un Loki variant qui est derrière la TVA.
c'est sûr qu'il aurait tendance à se construire un château énorme qui a quelques références à Asgard et quelques petites Easter eggs par rapport à sa ville natale qui est le début de tout. Mais après, l'hypothèse du Loki variant est aussi quelque chose de très tricky, dans le sens où c'est évident aussi que c'est peut-être un Loki variant. Et c'est assez décevant que ça soit uniquement un Loki variant qui soit derrière la TVA, dans le sens où ça reviendrait au début. On aurait parcouru toute cette série pour montrer à quel point Loki peut se repentir, à quel point il est gentil, à quel point il peut faire quelque chose de différent, pour finir à ce qu'il affronte un lui-même méchant qu'on retrouve facilement dans Thor 1 ou dans Avenger ou peu importe. Mais aussi, ça laisse le fait de c'est quoi le but? Quel est le but d'avoir un Loki variant? En quoi est-ce que ça va permettre de faire venir une saison 2 ou de faire avancer la phase 4 de l'univers de Marvel? Eh bien, justement, il n'y a aucun but, parce que notamment si dans l'épisode 6, Loki variant de la TVA et notre Loki variant se combattent ensemble, eh bien, potentiellement, il y en a un des deux qui va être vaincu. Et nous croisons les doigts pour que ça soit le Loki gentil qui vainc le Loki méchant. Mais après, ça fera en sorte que pourquoi est-ce qu'il y aurait une saison 2? Ça serait comme une hors-série. Loki, vu qu'il est hors du temps, il deviendrait une hors-série et ferait juste essayer de vivre sa vie dans le temps avec Sylvie, ayant beaucoup d'enfants et vivant heureux. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait avancer une bonne saison 2 si le méchant de l'histoire est tout simplement un Loki variant. Parce qu'on va se dire que si c'est un Loki variant, soit qu'il va se faire battre par le Loki gentil, ou soit que il va réussir à s'enfuir et il va pas se faire vaincre puis qu'on va avoir le restant du combat dans la saison 2. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait mis ce plot twist de l'histoire pour la phase numéro 4? Je veux dire, il n'y a aucun but pour apporter du nouveau et du spicy dans la suite de la phase 4 si c'est un Loki variant. Donc c'est assez décevant si ça serait ça. Mais ça pourrait quand même bien passer dans la moralité de l'histoire du fait d'un Loki gentil qui combat un Loki méchant et qui en sort vainqueur pour prouver à quel point Loki peut être gentil et se repentir pour de vrai. Je pense que c'est une vidéo qui est quand même assez lourde en ce moment. J'ai donné beaucoup d'informations par rapport à un Loki, par rapport à un Kang, par rapport à l'univers de Void, par rapport au fait que tout ça est relié, que ce soit un Loki variant ou que ce soit Kang, tout ça est relié facilement à Doctor Strange, à Scarlet Witch, aux 4 Fantastiques, notamment comme l'univers de Limbo et compagnie, au multiverse, à la guerre des multiverses, au Timekeeper, au Time Twister. Tout ça laisse énormément de choix. Alors que Marvel, que ça soit qu'il ait décidé de choisir que c'est Kang, ou que ça soit un Loki variant, ou que ça soit quelqu'un qu'on n'a pas du tout soupçonné depuis le début de la série, eh bien, peu importe le choix que Marvel a effectué, ça laisse énormément de portes ouvertes pour la suite de la phase numéro 4. Donc, si j'ai de nouveaux éléments qui rentrent en jeu dans mes théories, ou si, en fait, parce que j'ai beaucoup de feuilles de toutes les théories que j'ai regardées parce que j'ai regardé les comics, j'ai regardé 2 fois l'épisode. Si j'ai des éléments que j'ai oublié d'expliquer ou qu'il y a des éléments qui se rajoutent au cours des prochains jours, je ferai une suite à cette vidéo. Mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que j'ai apporté aujourd'hui. Dites-moi-le en commentaire, ça va me faire hyper plaisir de discuter avec vous et potentiellement si vous sortez des points importants par rapport à la théorie qui pourraient justement amener des choses hyper intéressantes, eh bien je pourrais vous citer dans la prochaine vidéo si j'effectue une suite à celle-ci.
Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages en privé ou à commenter. J'adore cette série, ok? Et ce n'est pas uniquement à cause de Loki, ok? Donc, je vous fais des gros bisous du Québec.